Alors, j'ai le plaisir d'échanger ce matin sur cette thématique avec Michael Gill, qui est directeur exécutif d'ATAG. Donc, c'est le Air Transport Action Group, comme j'imagine vous le savez tous, et Philippe Marchand, qui est responsable du développement des carburants aviation alternative, ça tombe bien, chez Total. Et alors, il y a un an, dans cette même salle, nous nous étions demandé s'il pouvait y avoir une COP21 de l'aviation. Et Michael Gill, vous étiez déjà autour de cette table et vous nous aviez expliqué les raisons pour lesquelles ce n'était pas vraiment possible et vous aviez renvoyé à l'engagement qui devait être pris, peut-être, espérait-on à l'époque, dans le cadre de l'OACI à l'occasion d'une réunion peut-être l'Assemblée Générale qui s'est tenue au mois de fin septembre, début octobre. Et donc, ce que je vous propose de faire pour introduire la table ronde, c'est de nous dire, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé. Effectivement, l'OACI a statué sur un dispositif lors de l'AG de septembre 2016, qui a un acronyme CORSIA. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer en quoi consiste ce dispositif, quels en étaient les grands objectifs et les modalités? Merci. Merci Dominique, bonjour à tout le monde. Je suis ravi d'être là. Comme vous avez dit, dans cette même salle, on a parlé un peu de cette question il y a un an. Et je suis content de voir que l'intérêt pour ce sujet reste au sein du Parasail Forum, parce que c'est quand même un sujet qui nous concerne tous et qui sera important pour les années à venir. En ce qui concerne la négociation et l'accord de l'OACI qui a été conclu en octobre 2016, c'était un développement important, signifiant, je dirais, qui a été la suite de plusieurs années de négociations, presque autant que la négociation de l'accord de Paris sur le changement climatique. Donc, au sein de l'industrie, nous étions très satisfaits que les États ont réussi à trouver un consensus autour de ce nouveau système CORSIA. Donc CORSIA, c'est le programme de compensation et de réduction du carbone pour l'aviation civile, internationale. Voilà. Donc, sans rentrer dans les détails, qu'est-ce qui est prévu par le CORSIA? Donc, c'est un système de compensation pour les émissions de CO2 des transporteurs internationaux en ce qui concerne la croissance de leurs émissions de CO2 à compter de 2020. Donc ça veut dire que chaque transporteur va devoir compenser, acheter des crédits carbone pour compenser sa croissance à partir d'une base de l'année 2020. À partir de 2020, c'est ça l'année de référence en fait. Voilà, c'est l'année de référence. L'objectif étant que l'aviation internationale va stabiliser en quelque sorte ses émissions au niveau de 2020. De 2020. Et il y a un objectif à plus long terme en 2050 qui est de diviser par 2 les émissions. L'industrie elle-même a pris un engagement à long terme pour l'année 2050 de diviser en 2 ces émissions. Ce n'est pas prévu par l'accord du CORSIA. Il ne faut pas mélanger les deux. Ce qui est un accord international entre États, qui est le CORSIA, et un engagement de la part de l'industrie avec une ambition à plus long terme. Très bien. Alors, Monsieur Marchand, donc on comprend bien que cette histoire de offsetting, donc de compensation, c'est un des axes, un des leviers que peut utiliser l'aviation pour atteindre ses objectifs en matière d'émissions de CO2, mais c'est pas quelque chose qui, en soi, réduit les émissions du secteur. Est-ce que vous, cet accord CORSIA, ça vous semblait satisfaisant ou est-ce qu'il n'y a pas une espèce un risque que soient ralentis les efforts sur les technologies, dans lesquelles j'englobe les biocarburants, pour réellement réduire les émissions de l'aviation par kilomètre passager? Je ne sais pas si c'est ça l'unité de mesure pertinente. D'abord, bonjour à tous. Moi, je suis doublement heureux d'être là aujourd'hui.
D'abord, être à côté de Michael, parce que je crois beaucoup au partenariat dans les développements nouveaux, notamment dans les énergies renouvelables. Ça me paraît extrêmement important. On ne peut pas travailler tout seul dans son coin. Et puis d'autre part, parce que même si aujourd'hui, en tant que Total, on est certainement minoritaire dans cette salle, parce que c'est quand même principalement un forum sur l'aviation, on est quand même un fournisseur de référence pour le, oui, vous l'êtes déjà pour le carburant. On l'est déjà aujourd'hui. Oui. Alors, moi je crois que ce qui est important dans un premier temps, c'est effectivement que le transport aérien s'engage à long terme vers un transport plus responsable, plus durable. Ça, c'est important. Après, la feuille de route, c'est quelque chose qu'on construira ensemble. Effectivement, le temps politique n'est parfois pas tout à fait adapté au temps, je dirais, industriel. Nous, certainement, on aimerait aller beaucoup plus vite dans le développement des biocarburants, parce qu'on estime que les biocarburants feront partie de notre offre. On va revenir sur ce pouvoir aller sujet-là, vers un transport plus durable. Donc, moi, je dirais, je respecte ce qui a été décidé à l'OSCI. Michael l'a bien rappelé, ce sont pour les vols internationaux, ce qui représente à peu près, tu me corriges si je dis une bêtise, à peu près 2/3 de la demande de carburant dans le monde. Il reste quand même 1/3 pour les vols dits domestiques ou non internationaux. Et je veux dire, je suis particulièrement content de voir la déclaration d'Alexandre de Juniac la semaine dernière au nom de l'IATA, demandant à ce que les gouvernements s'engagent dans le développement des biocarburants et fassent en sorte que ce qu'on a réussi à faire dans le transport routier depuis déjà 10 ans, 15 ans, 40 ans au Brésil, ça un peu plus tard, puisse se faire dans l'aérien. Merci. Donc, Michael, vous, de votre point de vue, comment est-ce que devrait s'articuler cette phase de compensation, cette période de compensation, et sans parler des biocarburants en particulier, mais toute la recherche-développement, tous les progrès technologiques qui permettent de vraiment réduire les émissions? Est-ce que ça doit se faire de manière concomitante, en même temps? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'industrie dans son ensemble se dise on va faire de la compensation, donc on n'a finalement pas vraiment besoin de travailler sur la réduction physique en fait des émissions? C'est une question légitime, mais je pense que j'aurai plusieurs réponses. Tout d'abord, le système de Corsia lui-même reconnaît l'usage par les transporteurs des biocarburants. Donc les règles finales sont toujours en voie de négociation, mais quelque part, un transporteur qui se sert de biocarburants va recevoir un crédit contre ses obligations de compensation dans le système Corsia. Donc, il y a déjà... C'est une des façons de compenser, en fait, c'est d'utiliser du biocarburant, par exemple. Non, ça veut dire que si vous utilisez des carburants alternatifs, vos émissions de CO2 vont réduire et donc votre obligation de compensation va réduire en conséquence. Donc, il y a déjà une incitation, en fait. Une incitation dans le système Corsia. Après, je pense que il y a un impératif environnemental, un impératif de bons citoyens, si je peux le dire comme ça. Notre industrie a pris ses engagements à long terme, cette ambition de 2050. Nous avons eu la confirmation de l'industrie aérienne, comme Philippe Marchand l'a dit, à l'Assemblée annuelle de l'IATA. Il y a eu cette résolution de l'ensemble des transporteurs membres d'IATA pour investir dans le développement des carburants alternatifs. Donc, je pense que la réponse est là. Il y a un impératif dans le système Corsia, et puis il y a le fait que l'industrie a déjà pris ses engagements. Donc, on doit le faire, on va le faire, et puis il n'est plus question de si, mais c'est une question de timing. Ok, on va revenir là-dessus. Ne posez pas tout de suite votre micro parce que j'ai une autre question pour vous qui concerne l'actualité politique encore assez récente avec la sortie des États-Unis de l'accord de Paris. Les États-Unis ont signé Corsia. Je ne sais pas quel pourcentage exactement des émissions
de l'aviation y représente, mais j'imagine que ce n'est pas tout à fait anecdotique. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque, de la même façon qu'ils sortent de l'accord de Paris, ils sortent de Corsia? Et qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence? Je pense que tout d'abord, il faut rappeler le cadre juridique du Corsia. Ce système Corsia va s'appliquer impérativement à tous les États membres de l'OACI à compter de 2021. Donc, qu'un gouvernement souhaite ou non, le système va s'appliquer de façon obligatoire. Donc, là où il y a une nuance, c'est que le Corsia va rentrer en vigueur dans trois phases. Donc, il y a une phase volontaire à partir de 2021, et c'est là où les États-Unis et 69 autres États ont dit on sera volontaire, on va participer de façon volontaire à partir de 2021. Globalement, mais à partir de 2027, le système Corsia va s'appliquer à tous les États du monde. Donc, pour l'instant, c'est 80% des émissions, les 69 États en question. Donc 70 États qui ont dit qu'ils vont participer de façon volontaire représentent à peu près 80% de la croissance des émissions à partir de 2020. D'accord. Donc les États-Unis, en fait, qu'ils le veuillent ou non, ils devront appliquer Corsia dans la période à partir de 2027, c'est ça? À partir de 2027, de façon obligatoire. Maintenant, aujourd'hui, quelle est la situation? Les États-Unis ont indiqué une intention de participer de façon volontaire dès le début, dès l'entrée en vigueur du système. Donc, oui, mais ils avaient aussi indiqué qu'ils voulaient participer à l'accord de Paris. Enfin, vous voyez, c'est tout le problème. Ça a été signé sous une autre administration. Donc, maintenant, il faut quand même pas mélanger. On est dans deux systèmes totalement différents, deux instruments juridiques distincts. Oui, il y a eu l'annonce de l'administration américaine comme quoi ils voulaient se retirer de l'accord de Paris. Nous n'avons eu aucune indication d'une quelconque intention de se retirer de la déclaration volontaire en ce qui concerne le Corsia. Donc je pense que pour le moment, c'est la situation actuelle. Moi, j'aime pas me focaliser sur un seul État. On a quand même, comme je l'ai dit, 70 pays qui ont dit on veut que Corsia marche, on veut que le Corsia rentre en vigueur à partir de 2021. Ça fait beaucoup, ça fait quand même un nombre conséquent, et c'est plus là-dessus qu'il faut se concentrer, je pense. Monsieur Marchand, vous, comment est-ce que vous réagissez par rapport à ce risque potentiel de défection des États-Unis? Et est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi un aspect réduction des moyens de recherche et développement sur toutes les clean tech, dont les biocarburants aux États-Unis, qui sont quand même un acteur important? Qu'est-ce que vous, en tant que fabricant de biocarburants, comment vous réagissez par rapport à ce contexte? Oui, je crois qu'effectivement, quand il y a des revers politiques de ce type-là, ça donne toujours un petit peu d'inquiétude. Mais bon, aujourd'hui, on dispose de solutions technologiques pour les biocarburants aviation. Il y a quand même 5 filières qui sont certifiées à la STM pour une utilisation internationale. Le problème aujourd'hui, il est pas tant dans la disponibilité de solutions techniques, il est dans le fait que nous n'avons pas l'équation économique pour les utiliser de manière régulière. Et en fait, ce qui n'a pas été mis en place aujourd'hui, et ce qui se mettra en place sans doute un peu plus tard, c'est en fait les réglementations qu'on a pu mettre en place dans le transport routier, et qui ont été mises en place d'ailleurs dans toutes les activités industrielles qui traitent de la transition énergétique, également pour l'électricité. Je crois que la transition énergétique, le fait d'utiliser des produits renouvelables, presque par nature, coûte plus cher, au moins dans un premier temps, que l'alternative, on va dire, fossile. Donc à partir de là, il faut soutenir cette transition. Et en fait, ce soutien, il passe par des réglementations. Aujourd'hui, nous n'avons pas ces réglementations en place. C'est ce que M. de Juniac demandait dans son communiqué la semaine dernière. C'est ça, sans doute, qui sera le déclencheur, plus que la disponibilité de solutions techniques qui existent déjà, mais qui sont plus coûteuses. Michael, quelle est la contribution que pourra avoir l'utilisation de biocarburants
à la diminution à l'effort de réduction des émissions. C'est un élément déterminant dans les émissions de CO2 de l'aviation, je suppose, la nature du carburant utilisé. Parce qu'il y a d'autres façons de réduire les émissions, des avions plus légers, des routes de réorganiser. D'ailleurs, vous pouvez peut-être revenir brièvement sur les différentes pistes envisagées, mais je pense que les biocarburants, c'est une des pistes essentielles, voire la première. Non, vous avez tout à fait raison. Les biocarburants, c'est une des pistes essentielles. Ils peuvent réduire de 80% sur le cycle de vie le niveau des émissions de CO2 par rapport aux carburants dits conventionnels. Ça, c'est si on utilisait 100% de biocarburants. Voilà, tout à fait. Maintenant, vous l'avez bien rappelé, et ce qu'on a au sein de l'industrie, c'est une vision globale qui est basée sur plusieurs axes, plusieurs piliers. Donc bien sûr, les biocarburants, c'est très important, c'est vital, je dirais, mais on continue aussi à investir dans les nouvelles technologies, les avions plus légers, les avions électriques, les méthodes opérationnelles pour réduire les émissions CO2, l'investissement dans l'infrastructure aérienne également est très important. Donc bien sûr, nous travaillons beaucoup sur le développement sur le plan commercial des carburants alternatifs. La résolution de l'IATA de la semaine dernière est très importante là-dedans, mais il ne faut pas oublier les autres piliers d'action. On continue à le rappeler et l'industrie continue à y travailler de façon quotidienne. Alors peut-être quand même on va rentrer un peu dans la technique, pas trop profondément, mais peut-être lister les grandes familles de biocarburants qui existent aujourd'hui, qui sont déjà disponibles, certes pas en quantité suffisante, mais enfin technologiquement disponibles. Avec quoi on fabrique aujourd'hui du biocarburant pour l'aviation? Je ne sais pas si c'est des choses proches de ce qui se fait pour le transport routier, par exemple. Oui, on peut dire que les technologies sont quand même assez similaires, même si elles sont en général plus contraignantes pour fabriquer le carburant aviation, parce que tout simplement le carburant aviation est un produit plus sévère à fabriquer d'une manière générale que le carburant pour un moteur diesel. Et c'est tout à fait compréhensible. Les normes en fait sont plus strictes. Les normes, mais en fait l'utilisation est plus difficile. Vous travaillez aussi bien avec plus 50 degrés au sol et moins 50 degrés en altitude. Donc évidemment, on n'a pas ce genre de demande pour du carburant routier. Donc à partir de là, aujourd'hui, il y a, comme je le disais, il y a donc 5 filières qui sont certifiées. Il y a trois grandes technologies ou 3 grandes technologies. Il y a celle qui a été certifiée la première, c'est la gazéification, la synthèse. Donc là, effectivement, c'est une solution technologique qui est connue depuis très longtemps. Elle est extrêmement coûteuse en capitaux, donc malgré le fait qu'elle a été la première certifiée, aujourd'hui, il n'y a pas de production industrielle. La deuxième qui a été certifiée, c'est l'hydrogénation des lipides, des corps gras, des oléagineux, appelez-les comme vous voulez. Ça, c'est aujourd'hui la solution, c'est une solution mature, bien connue dans l'industrie pétrochimique. C'est sans doute la plus économique. Bien connue de Total, par exemple. Bien connue de Total, oui, mais pas uniquement de nous. Des pétroliers. Des pétroliers, des chimistes. C'est des technologies qui sont tout à fait applicables dès maintenant, qui sont d'ailleurs appliquées puisqu'il y a une usine aux États-Unis, à côté de Los Angeles, qui produit aujourd'hui du biojet par cette voie-là. Mais en même temps qu'elle produit du biodiesel, parce que c'est justement des technologies extrêmement similaires. Et puis la troisième grande famille, c'est les familles, on va dire, biotechnologiques, c'est-à-dire à base de fermentation de sucre. Donc là, par l'alcool ou pas, ou directement. Donc ça, c'est pareil, ce sont des technologies extrêmement intéressantes. Mais encore une fois, on bute toujours sur l'obstacle économique. Et donc, je ne suis pas vraiment convaincu qu'il y aura tant de progrès ou que l'effet volume sera si significatif. Il y a un problème de fond qui est qu'on part de matières premières, je dirais, durables, qui coûtent plus cher que les matières premières fossiles
Et la raison philosophique à tout ça, c'est que la nature a fait gratuitement, pendant des centaines de millions d'années, la production des fossiles, mais en utilisant des techniques finalement très proches de celles qu'on veut faire aujourd'hui pour les carburants renouvelables, sauf qu'on le fait en très peu de temps et avec un coût qui naturellement n'est pas gratuit. Donc dans quelle famille vous mettez donc, par exemple la transformation de plantes qui sont destinées à cet usage particulièrement? Ça c'est dans la troisième famille, via de l'alcool ou pas, c'est ça Vous l'avez dans les trois familles en fait, parce qu'on fait de la gazéification synthèse de biomasse, n'importe quelle biomasse, du bois, des plantes. L'hydrogénation de lipides, bien sûr on part d'oléagineux, qui soient d'oléagineux directement produits ou qu'ils soient résiduels. Et puis pour la fermentation de sucre, évidemment, ce sont soit des sucres directs, les sucres qu'on connaît bien, ou des sucres à nouveau dits résiduels, dits cellulosiques, enfin il y a beaucoup d'appellations. Donc on part toujours de biomasse. Pour que ça soit renouvelable, il faut partir de biomasse. Et les microalgues par exemple, parce que j'ai lu là il y a quelques jours qu'il y avait des Japonais qui pensent être en mesure de produire dans des quantités suffisantes, enfin importantes en tout cas, à l'horizon 2020. Du biocarburant pour l'aviation à partir de microalgues. Vous pensez que c'est plausible ? Les microalgues sont une technologie qui existe. Elle existe depuis très longtemps, puisqu'en fait, elle est utilisée notamment pour la cosmétique ou la nutraceutique ou même la nourriture. D'ailleurs, les Japonais sont très en avance là-dessus. C'est Euglena dont vous parlez, effectivement. Donc, les microalgues, il n'y a absolument aucun problème pour les transformer en produits énergétiques, techniquement. Le seul problème est économique. C'est simplement économique parce que les algues, en général, poussent en milieu marin. Donc, il y a un problème pour séparer l'eau du produit d'intérêt. Ça c'est pas très facile à faire. Et puis donc, forcément, ça conduit à un problème énergétique, donc à un coût. Et aujourd'hui, si vous produisez, je dirais, du carburant à partir d'algues, vous allez avoir un prix qui est, je ne sais pas, 20, 30, 40 fois plus cher que le prix du fossile. Donc des volumes, oui, on peut en produire. Des volumes à utiliser, il faut quand même avoir un beau budget. Comment est-ce que vous voyez les choses, Michael, à votre avis, dans l'état actuel des choses, du cours du baril de pétrole et donc du kérosène, etc. Comment est-ce que les biocarburants peuvent trouver une équation économique aujourd'hui, peuvent trouver à se développer? Est-ce que c'est juste en pariant sur le fait que le pétrole va devenir de plus en plus cher, qu'il y aura peut-être une taxe carbone, mais si j'ai bien compris, c'est compliqué de l'appliquer au kérosène. Donc comment est-ce qu'on peut, sur le plan économique, résoudre cette équation ? Déjà, juste un commentaire par rapport aux différentes méthodes de production. Pour l'industrie, nous, on est un peu agnostique sur les différentes méthodes. Nous, ce qu'on cherche, effectivement, c'est un produit qui est certifié comme étant durable, qui répond à certains critères de durabilité. Et dans des quantités suffisantes et dans des quantités suffisantes. Donc, on est content qu'il y ait déjà ces 5 méthodes. Il y a à peu près une quinzaine qui sont en voie de certification et on encourage vivement les chercheurs, les producteurs d'y aller vers l'avant et d'avancer là-dessus. Comment on voit les choses, qu'est-ce qui va faire avancer le dilemme, si vous voulez, du fait que les carburants alternatifs sont trop chers? On a besoin d'une part de l'ambition de la part des gouvernements de mettre en place des politiques qui favorisent la production des carburants alternatifs spécifiquement pour l'aviation, donc de pouvoir danser sur un pied d'égalité avec le transport routier et autres. Donc il faut que les gouvernements prennent des décisions politiques qui permettent par exemple d'investir dans des pilotes par exemple. Voilà, ou des centres de production, de mettre en place des politiques nationales. Et c'est très important, ce qui était rappelé d'ailleurs dans la résolution de la GEM d'IATA. Donc d'une part, il faut de l'ambition des gouvernements, et puis
il faut de l'ambition de la part des producteurs. Nous sommes très contents de voir l'investissement qui a été mis en place par des sociétés comme Total. Il faut encore de l'ambition, il faut une vision à long terme, parce que c'est une industrie qui est venue de très loin en très peu de temps. Le premier vol d'essai avec un carburant alternatif date uniquement de 2008, donc c'était il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et ce qui a été fait en très peu de temps est assez remarquable, mais il faut continuer avec cette vision à long terme pour que ça devienne un peu la norme dans le milieu de l'industrie. Alors, parce que la lettre de IATA qui a été adressée au gouvernement donc, le 5 juin dernier, effectivement, elle porte sur un parallèle entre ce qui a été fait pour les biocarburants pour le transport routier et ce qui devrait être fait, de votre point de vue, pour le transport aérien. Mais ça, finalement, c'est pour établir une forme de compétitivité, j'imagine, du transport aérien versus le transport routier au niveau national, dans chaque pays. Est-ce que ça va suffire à entraîner, parce que ça représente quand même une part probablement minoritaire des vols, un tiers, bon, ouais, c'est donc moins de 50%. Est-ce que ça va suffire, en tout cas, à condition d'ailleurs que ce soit suivi des faits? Je ne sais pas s'il y a un calendrier qui est suggéré par IATA, enfin, à quelle échéance on attend quel genre de mesures, mais est-ce que ce serait suffisant pour entraîner l'industrie dans son ensemble à poursuivre la recherche, à produire en quantité, etc. Le fait que ce soit uniquement sur les vols intérieurs que portent des conditions financières, fiscales, etc., de nature à rétablir une égalité de traitement avec le transport routier. Oui, moi je suis convaincu de ça parce que, bon, déjà la demande elle est significative, un tiers c'est énorme. Quand vous regardez dans le transport routier, le seul endroit dans le monde où vous avez ce même ordre de grandeur de biocarburant dans le transport routier, c'est le Brésil. Vous avez 40% à peu près d'éthanol dans l'essence. Mais ils ont commencé en 1970, ça fait quand même plus de 40 ans. Donc on est toujours en train de parler de transition. Une transition, on n'est pas dans le domaine des GAFA, on n'est pas dans la transition rapide du smartphone, on est dans des transitions industrielles lentes. Mais alors, donc, excusez-moi, je vous interromps, mais parce que ça me fait penser l'incorporation à hauteur de 40%. Est-ce que ce que les gouvernements pourraient mettre en place, ce serait par exemple une obligation d'incorporation de biocarburants pour les transports domestiques? Ça, ce serait une voie éventuellement. C'est pas ça qui ferait baisser le coût, en l'occurrence. Non, de toute façon, ça ne fera pas baisser le coût. C'est un autre sujet. Moi, je dirais, c'est pas notre rôle d'industriel d'être prescriptif en termes de réglementation. Ce qu'on constate, c'est que dans le monde entier, il existe des réglementations différentes, mais ayant toujours le même objectif, qui est de promouvoir l'utilisation d'énergies plus durables, donc renouvelables, mais surtout plus durables, et donc baisser l'empreinte carbone. Donc, toutes ces solutions bas carbone qui, pour nous semblent importantes, hein. Je rappelle que Total s'est engagé à avoir 20% de solutions bas carbone dans les 20 ans qui viennent. Ça fait partie de la transition de notre société. Pour nous, ça nous paraît fondamental. On est dans la transition. Donc, aujourd'hui, il n'existe pas de marché du biojet ou du carburant aviation durable. Il existe, comme l'a rappelé Michael, il y a eu des démonstrations. En France, on peut dire qu'on a été quand même assez pionniers avec nos amis d'Air France. On a quand même fait la Labline, donc des vols pendant 1 an entre Paris et Toulouse. Mais on a démontré que les biocarburants étaient sûrs. Bon, sûrs d'un point de vue, là, c'est la certification ASTM, c'est clair, c'est le premier critère. On a démontré que c'était durable. Ça, c'est important, parce que finalement, pourquoi faire autrement des biocarburants si ce n'est pas durable? On a démontré que c'était fiable, c'est-à-dire qu'on était capable d'approvisionner des avions en mode normal. Et maintenant, le dernier problème que nous avons, c'est la compétitivité. Et cette compétitivité, ça ne va pas se résoudre avec un coup de baguette magique, parce que ce surcoût, il existe et il perdurera. Mais par contre, si on peut mettre le pied à l'étrier au biocarburant en termes d'utilisation régulière par des réglementations locales, donc nationales. Alors nationales, quand vous voyez un pays comme les États-Unis,
la Chine en fait, les ou solutions ne l'Europe. sont pas forcément les mêmes. Non, elles ne seront pas les mêmes. Dans tous les pays. Hein. Et comme elles ne sont pas les mêmes, d'ailleurs, dans le transport routier. Et pourtant, vous avez des biocarburants dans beaucoup de pays aujourd'hui, dans le monde, dans le transport routier. Donc après, nous, on dit c'est le rôle du politique de fixer les réglementations qui vont bien, qui correspondent au pays, avec une visibilité, une stabilité suffisante pour encourager les investissements, pour donner confiance. Et à partir de là, le jour où on commencera à être dans ce cercle vertueux, je ne dirais pas qu'on ira dans une courbe en S avec une accélération très forte, mais je pense qu'on sera déjà dans une dynamique. Aujourd'hui, c'est cette dynamique qui nous manque. On est un petit peu au bout de ce qu'on peut faire au point de vue de la démonstration. Je crois qu'on a montré que c'était sûr, c'était durable, c'était fiable. Maintenant, pour que ça soit économique, c'est un problème réglementaire. À quelle hauteur on peut incorporer en fait les biocarburants techniquement parlant parce que tout à l'heure, quand on disait 80% de la croissance pour des émissions pourrait être résolue par les biocarburants, c'était dans l'hypothèse où il n'y a plus du tout de kérosène fossile, ou c'était dans l'hypothèse où tous les vols incorporeraient à hauteur de ce qui est aujourd'hui envisagé vous comprenez ma question? Est-ce qu'en fait 80% qui est la capacité de contribution des biocarburants à l'effort de réduction, est-ce que c'est en mettant 100% de biocarburant dans tous les avions, plus du tout une goutte de kérosène? Ça veut dire que si vous prenez la même quantité de biocarburant et de carburant conventionnel, le biocarburant aurait réduit pendant tout son cycle de vie ses émissions CO2 de 80%. D'accord, donc ça voudrait dire qu'il faudrait pouvoir mettre 100% dans un moteur, enfin dans un moteur, dans un réservoir. Alors aujourd'hui, on en est où? On n'en est pas là. Pour la plupart des filières qui sont certifiées, on est à 50%. Dans le cadre des filières fermentation, on est entre 10 et 30%. Ceci étant, encore une fois, dans une logique de transition, avant qu'on arrive à des taux aussi élevés, rappelez-vous, aux États-Unis, on a 10% d'éthanol dans l'essence, et ça fait quand même 15 ans qu'ils travaillent dessus, plus de 15 ans. En Europe, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années, et on est à 5%. Mais ça vient d'où ça? C'est pour des raisons technologiques ou c'est d'autres raisons? C'est le pas, je dirais, naturel des transitions industrielles. C'est toujours beaucoup plus long, parce qu'on est en train de parler de système industriel. Pardon ? C'est pas pour des raisons technologiques. On pourrait aujourd'hui en mettre beaucoup plus. Tout à fait. Ce n'est pas des raisons technologiques. Ce sont des raisons technologiques, si vous voulez, d'acceptation technologique ou de transition. Les transitions, par nature, sont lentes. Est-ce que il y a des scénarios quand même qui existent aujourd'hui de remontée des cours du pétrole et donc du kérosène, ou c'est pas du tout un schéma dans lequel la profession s'inscrit aujourd'hui? Est-ce que parce que bon, il y a quand même des périodes où c'est le sujet, et puis là, c'est plus du tout le sujet, quoi, ce modo. Très honnêtement, je pense que le prix du pétrole conventionnel aujourd'hui n'est pas un facteur dans ce domaine, parce que les compagnies aériennes qui ont pris des engagements à long terme, des off-take agreements à long terme avec des producteurs, ils ont fait ça parce qu'ils ont une vision à long terme, parce qu'on a ces engagements ambitieux à long terme de l'industrie, et que tout le monde a compris que c'est là où ça va se jouer. Il faut un déploiement massif des carburants alternatifs. Et donc, ce qui est quand même très variable, le prix du carburant conventionnel, ne doit pas être un facteur déterminant dans l'investissement, dans cette vision. Et donc, honnêtement, quand on parle aux CEO des transporteurs, c'est pas là-dessus qu'ils prennent leurs décisions sur le biocarburant. C'est plus en termes de durabilité, de développement durable de l'industrie, du secteur. Enfin, néanmoins, aujourd'hui, c'est quand même votre argument. Aujourd'hui, les compagnies aériennes sont très très sensibles à un delta de coût de leur carburant, parce que ça représente en fait une part importante de leur coût, le carburant. Donc quelques, je sais pas, euros de plus par tonne, je ne sais pas comment, là encore quelle unité de mesure, finalement ça joue sur leur compétitivité de manière importante aujourd'hui dans leurs opérations courantes.
Je suis sans doute pas le mieux placé pour parler de la compétitivité des compagnies aériennes et j'oserais pas. Non, mais donner mon le avis, carburant, mais c'est une part importante quand même de leur coût. il est vrai que Un tiers. Donc, bon, c'est comme les vols intérieurs, un tiers. Ça fait quand même quelque chose, tout ça. Mais c'est vrai également pour le transport routier. Quand vous mettez des biocarburants, du biodiesel dans des camions, vous, automatiquement, vous ajoutez un coût dans une industrie qui est très compétitive. Après, donc les compagnies ne sont pas prêtes à payer plus cher pour avoir du biocarburant aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous dis, je pense que la transition énergétique se traite d'abord par une approche réglementaire avant de la voir uniquement par une approche commerciale. Alors, peut-être on va rentrer un peu plus précisément dans ce que fait Total en la matière. Vous avez des projets industriels. Peut-être nous rappeler ce que vous avez fait, même en termes de R&D, enfin quelles pistes vous avez explorées, et puis des projets plus industriels et plus imminents que vous avez qui sont directement liés au biocarburant. Alors déjà, ce que je peux dire en premier, c'est qu'effectivement, tout comme Michael, nous, on est agnostique sur les technologies à utiliser dans l'aviation, au niveau des biocarburants. La raison étant que, effectivement, en fonction des clients, en fonction des zones géographiques, certaines technologies vont s'appliquer mieux ou de manière plus adaptée. Et donc, nous, on est à l'écoute de la demande du client. Et donc moins cher. Pas forcément moins cher, mais ayant des effets collatéraux positifs en termes d'emploi, en termes d'indépendance énergétique, qui peuvent intéresser le client ou le pays dont la compagnie nationale est présente. Donc, quelque part, je dirais, nous, on respecte cette demande du client. Donc, on a investi à des degrés divers dans toutes les sociétés qui ont porté la certification des 5 filières dont on parlait tout à l'heure, qui sont certifiées par la STM. Dans toutes les sociétés, dans certaines sociétés, dans chacune des familles. Voilà, portant ça. Donc par exemple, on a investi dans Gévaux, dans la filière alcool, on a investi dans Amiris, la filière sucrière. On a un projet en France sur la gazéification synthèse. Donc si vous voulez, on part du principe que on peut avoir besoin de ces technologies dans le futur en fonction de la demande de nos clients. Donc on est agnostique. À partir de là, on est toujours, comme on le disait tout à l'heure, dans l'émergence, le démarrage ou le pré-démarrage ou avant le décollage des biocarburants aviation d'un point de vue commercial. Oui, je rappelle que le titre de la table ronde, c'était « À quand l'arrivée en force des biocarburants dans l'aviation ?» Je ne suis pas sûr qu'on va réussir à répondre vraiment à cette question précisément d'ici la fin de la table ronde, mais je vous en prie, continuez. Oui, effectivement, je ne crois pas. Mais je pense qu'on est sorti du terminal, mais on n'est pas encore en phase de décollage. Ça, c'est sûr. Et on n'a pas atteint la vitesse V1, ça c'est clair. Donc, je dirais, nous, après, notre rôle d'industriel, c'est effectivement d'aider, dans le cadre de partenariats, à faire émerger une solution qui nous paraît indispensable. Et il est clair que, je pense que ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça a été déjà dit de nombreuses fois, sans doute que la dernière goutte de pétrole elle finira dans un avion, par manque d'alternatives qui existent dans le routier, dans le maritime, etc. Donc c'est vrai qu'à horizon 2050, quand l'IATA dit qu'il y aura une quantité assez significative de biocarburants dans les avions qui volent dans le monde, ça nous paraît raisonnable, ça nous paraît faisable. Il n'est pas sûr qu'on soit dans les mêmes situations pour le transport routier ou pour le transport maritime à cet horizon-là. Donc, il se trouve que, comme clairement on développe des solutions bas carbone, il se trouve qu'on va donc transformer une raffinerie pétrolière dans le sud de la France en bioraffinerie, donc, dont le démarrage est prévu l'année prochaine. Clairement, cette raffinerie, elle est prévue pour fabriquer du biodiesel, mais il se trouve que le procédé qu'on va utiliser, qui est un procédé français, dont ce sera la première mise en place, donc on en est très fiers, a cette flexibilité de pouvoir faire du biojet. Donc on aura l'occasion d'utiliser la technologie la moins coûteuse aujourd'hui, la plus économique, certifiée en France, dans cette raffinerie.
Oui, dans la mesure où effectivement on aura une demande de nos clients et où on aura un contexte économique. Et donc là actuellement on est en train de réfléchir avec nos partenaires, je dirais historiques, Air France, Airbus, Safran, Suez et l'État bien sûr, à voir comment on pourrait trouver ces conditions de viabilité technico-économique, mais également de durabilité. Il est évident qu'on le fait pour un transport plus responsable et plus durable. Mais du coup, vous attendez certaines actions de la part de l'État pour favoriser le développement de cette technologie dans cette raffinerie? Est-ce que vous avez des demandes particulières? Non. Si vous voulez, cette bioraffinerie, elle va démarrer et son objectif, c'est de fabriquer du biodiesel dans un marché qui existe et qui est déjà réglementé. Mais pour faire aussi du biojet? Pour faire du biojet, eh bien justement, on va rentrer, j'espère qu'on va rentrer très prochainement dans cette étude, je dirais, qui ressemble à un partenariat public-privé entre les acteurs industriels que j'ai décrits et l'État français, pour voir justement quels sont les bons moyens, qu'ils soient réglementaires ou autres, pour pouvoir apporter ce support, ce soutien qui fera en sorte qu'on pourra produire du biojet dans cette raffinerie. Techniquement, on pense qu'on peut le faire, même si c'est une première réalisation industrielle pour cette technologie française, mais on est confiant. On connaît Axins, ce sont des gens extrêmement sérieux, on travaille avec eux depuis très longtemps, donc on est absolument confiant qu'on pourra produire du biojet. Maintenant, le problème, c'est d'arriver à le vendre. Alors, Michael, peut-être un point un peu général sur les étapes suivantes, parce que l'année dernière, on attendait l'AG de septembre de l'OACI. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Évidemment, il va y avoir des AG comme d'habitude, mais est-ce qu'il risque d'y avoir des décisions importantes prises sur ces thématiques-là, sur la réduction des émissions de CO2 de l'aviation en général, sur les biocarburants en particulier, ou qui n'ont rien à voir avec les AG éventuellement? Je ne sais pas. Quels sont les next steps de votre point de vue? Je pense qu'il y en a 3 qui sont importants à se rappeler. Déjà, c'est l'entrée en vigueur du Corsia à partir de 2021. Et donc, j'ai décrit tout à l'heure l'impératif qui est compris dans le système pour les biocarburants, donc avoir l'impact que ça aura. Après, il y a actuellement en cours la rédaction de la nouvelle directive européenne sur les énergies renouvelables, qui sera transposée dans des législations nationales dans les années à venir. Donc on fait beaucoup de travail avec le Parlement européen pour avoir justement compris dans la directive... Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est prévu pour l'aviation dans cette directive? Dans le nouveau texte, oui. Ah, d'accord. Oui. On espère avoir... Une proposition. Voilà. Et on espère qu'il y aura un incentive dans le nouveau texte pour l'aviation. Et troisième point, c'est qu'en octobre, au Mexique, il y aura lieu une conférence de haut niveau, de niveau ministériel de l'OACI, sur ce sujet, sur les biocarburants. Nous, on va participer au nom de l'industrie. On espère avoir des propositions réglementaires, des politiques mises en place de la part de tous les gouvernements du monde pour promouvoir le développement dans ce domaine. Très bien. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. En principe, il y a un temps prévu pour quelques questions de la salle, si certains d'entre vous ont des questions à poser. C'est ça. Aéroport du futur. Ah bon? Oui. Pour Saint-Exupéry, alors, à 10h. Oui. Quelqu'un devrait vous donner un micro, je pense. Mais On n'a pas encore commencé. Alors, retard. On n'est pas très nombreux dans la salle, alors peut-être levez-vous, posez... Ouais, allez-y. Mais levez-vous peut-être quand même. Vas-y, je m'en charge. Ah, je crois que vous allez avoir un micro. C'est Byzance, regardez, pour mademoiselle. Je crois qu'il va falloir qu'on se dépêche un peu, parce que ça attend à la porte. Non, c'est pas grave. Vous avez notamment parlé du domaine civil, commercial. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des expériences avec le domaine militaire aussi? Au niveau technologique, technique, est-ce que c'est le même dans l'industrie? Et si vous travaillez avec les militaires ou si vous ne travaillez pas avec les militaires, est-ce que c'est pour des raisons économiques? C'est parce que c'est des quantités plus limitées ou d'autres raisons? Si vous pouvez en parler. Merci.
Merci pour votre question. C'est vrai que l'armée, d'une façon générale, est quand même souvent un accélérateur de ce genre de projet. Pour faire une réponse relativement brève, je dirais qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait aux États-Unis, et notamment les armées américaines, que ce soit l'Air Force ou que ce soit la Navy, ont fait beaucoup pour notamment la certification. Ça veut dire que des filières dont je parlais tout à l'heure. Donc ça veut dire que les militaires se sont impliqués et donc de facto dans l'esprit de qualifier les biocarburants pour l'aviation civile dans des utilisations militaires. Et je crois qu'aujourd'hui, mais je me trompe peut-être, il me semble que la Navy et l'Air Force peuvent utiliser les biocarburants qui sont certifiés pour l'aviation civile dans les avions militaires. En Europe, on a effectivement des travaux, notamment en France, dans le cadre des commissions entre industrie et défense, pour justement faire cette certification militaire pour les biocarburants. Alors, je pense qu'effectivement, s'il y avait quelqu'un de Safran dans la salle, il pourrait certainement mieux répondre, parce que c'est principalement un problème de moteur, même s'il n'y a pas que le jet ne sert pas que dans les moteurs, bien sûr. Mais oui, la réponse, c'est qu'effectivement, techniquement, c'est en très bonne voie, si ce n'est déjà fait aux États-Unis. Michael, vous avez quelque chose à dire sur le sujet? Non. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur. Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur l'impact du prix du pétrole, parce que vous l'avez balayé en disant que ça n'avait pas d'impact. Mais il y a 3-4 ans, les études parlaient sur la fin du pétrole et les kérosènes alternatifs pour l'industrie aérienne. Alors est-ce que ça n'a pas quand même... Et on parlait de la fin du pétrole, est-ce que ça n'a pas quand même porté un coup un peu fatal? Pas fatal, mais... décélérant à vos recherches. Et j'ai une question subsidiaire pour vous de chez Total. Quel coût de la biomasse vous prenez? C'est-à-dire, est-ce que vous le prenez à zéro et c'est simplement coût de ramassage plus coût de transformation dans l'équation économique, ou la biomasse en elle-même a-t-elle un coût? Monsieur Marchand. Alors, sur la deuxième question, le coût de la biomasse, il a un coût, effectivement. Oui. Suivant ce que vous utilisez comme biomasse, il a un coût. Donc ça peut être un coût de commodité, ça peut être un coût d'opportunité. Là, chaque cas sera différent. Il n'y a pas de généralisation à faire. Et nous, on pense qu'effectivement, de la même manière qu'on est agnostique pour les technologies, on est également agnostique pour les biomasses. Ce qui est important, c'est que le produit final, on puisse démontrer qu'il a été produit de façon durable. Alors moi j'ai une petite question là-dessus qu'on n'a pas du tout abordée, mais je crois que c'est dans le courrier de IATA, il est bien précisé on entend par biocarburant des carburants qui n'entrent pas du tout en compétition avec l'agriculture et l'alimentation. Or, dans certaines huiles que vous avez évoquées, elles sont quand même produites à partir de substances agricoles. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un peu une contradiction là dans le... Oui, encore une fois, c'est comme pour l'aspect... C'est un aspect principalement réglementaire. La durabilité, il n'y a pas... D'abord, il n'y a pas une définition unique, il n'y a pas une compréhension unique, elle est différente suivant les pays également. Alimentaire et non alimentaire, ça c'est quand même... Moi, je dirais que sur une réponse comme ça, je rappelle que depuis le néolithique, l'agriculture a toujours fourni food, feed, fuel and fiber. Donc les discussions récentes qui essayent d'opposer food et fuel, pour moi, me paraissent un peu anecdotiques au vu de l'histoire. Donc je répondrai comme ça uniquement. Sur la première question de monsieur, sur l'impact du prix du pétrole sur la dynamique du biojet, je pense que quand on est dans l'industrie, on travaille sur le temps long. Et effectivement, je dirais, bien sûr, il y a des moments où effectivement il y a des à-coups, mais c'est vrai également pour l'électricité, c'est pas uniquement vrai, par exemple, pour les carburants. À partir du moment où on a une vision long terme, et effectivement, d'aller vers des solutions bas carbone, je pense qu'il faut que les réglementations puissent s'adapter aux fluctuations des prix de référence, comme le prix du pétrole, de façon à faire en sorte qu'effectivement, l'effort puisse être continué. Il pourra être un peu plus exigeant par moment, un peu moins exigeant par moment,
Mais ça ne doit pas être du stop and go uniquement parce qu'il y a une variation importante du prix de référence. Le prix du pétrole est quand même assez volatile. Donc, Ce que je voulais dire, en fait, je ne veux pas dire que le prix des carburants alternatifs, le prix du pétrole actuel par rapport aux carburants alternatifs n'est pas important. Bien sûr qu'il est important, il est pris en considération. Mais vous parlez de quelque chose qui est par nature volatile. Et puis il n'y a pas un seul prix du pétrole. Ça varie selon le pays où on est basé, selon le pays où on cherche notre fournisseur. Donc, quand je dis que les CEO ne pensent pas au coût, je dirais que ce n'est pas l'élément décisif. Et la preuve, c'est qu'il y a quand même des compagnies aériennes qui ont pris des engagements, United, Cathay Pacific, JetBlue, qui ont pris des accords à long terme avec des fournisseurs de carburants alternatifs. Je pense que s'ils l'ont fait, ils ont trouvé leur intérêt. Donc je pense que c'est la démonstration que le prix est important, mais n'est pas l'élément décisif. D'accord. Merci pour cette réponse. Une dernière question peut-être, parce que je pense qu'ensuite il va falloir qu'on libère la salle. Je pense qu'on a dépassé notre temps de parole. Est-ce qu'à l'échelle industrielle, on a des études qui ont été faites et voire peut-être dans un proche avenir qu'on s'orienterait peut-être vers l'énergie propre, vers des mécanisations donc par définition d'hybride, donc de mécanique électrique et aussi par les biocarburants. Est-ce qu'on peut s'orienter aussi sur, par exemple, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites en matière d'énergie d'hydrogène, par exemple? Est-ce qu'il y a des combinaisons aujourd'hui qui existent à l'échelle industrielle pour l'aéronautique? L'hydrogène dans l'aviation. C'est pour vous. Hein, on a entendu des choses à ce niveau-là, mais bon. Je pense que des études, il y en a eu. Ça, c'est sûr. Des réalisations industrielles, à ma connaissance, ça doit être relativement limité. Bien sûr, il existe aujourd'hui un avion solaire que tout le monde connaît. Je pense qu'il y a aussi un prototype de petit avion électrique qu'a développé Airbus. Donc, des technologies ont été développées. Maintenant, savoir si ce qui a été développé au niveau de démonstration est extrapolable à une flotte commerciale d'aujourd'hui, 20 000 avions commerciaux, et qui, d'après l'étude d'Airbus de la semaine dernière, passerait à 40 000 dans les 20 ans qui viennent, là, je crois que là, on n'est pas du tout sûr que l'extrapolation puisse être faite. Maintenant, je ne suis pas forcément le mieux placé pour répondre à votre question. Mais les études ont été faites, oui. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci pour votre intérêt. Et je vous souhaite une bonne suite de Paris Air Forum. Bonne journée. Merci beaucoup et merci messieurs.